Il existe une forme de solitude particulière qui s'installe lorsque les enfants que vous avez élevés oublient d'appeler. Jean Fournier connaissait bien ce sentiment. À 65 ans, il avait passé plus d'anniversaires seul qu'il ne voulait bien l'admettre. Une mélancolie tenace, comme la bruine persistante d'une petite ville de Normandie, s'était infiltrée dans ses os au fil des années. Alors, quand il vit une maison de campagne saisie, mise en vente pour la somme symbolique de 10 €, il l'acheta sans la moindre hésitation. C'était une vieille bâtisse provençale, une bastide qui avait dû connaître des jours meilleurs, cachée au milieu des pins parasols et des chênes verts. Dans le jardin envahi par les herbes folles, un avion à hélice rouillée reposait comme un souvenir oublié, ses ailes grignotées par le temps. Jean pensait y trouver un refuge paisible pour y finir ses jours. Et puis, il découvrit le panneau secret dans le bureau. À l'intérieur se trouvaient des lettres scellées, de vieilles cartes de vol et un magnétophone à cassette. L'aviateur qui avait vécu là, un certain capitaine Pierre Dubois, avait effectué des missions de sauvetage secrètes à l'étranger et laissé un dernier message pour une fille qu'il n'avait jamais retrouvée. Ce que Jean s'apprêtait à découvrir allait tout changer. Le matin où Jean Fournier ferma à clé la porte de son atelier de réparation pour la dernière fois, il resta longtemps sur le trottoir, les clés lourdes dans la paume de sa main. 42 ans qu'il possédait ce bâtiment de la rue des Tilleuls, dans cette bourgade normande où chaque pierre semblait chargée d'histoire. 42 ans de sol en béton taché d'huile de vidange, de l'odeur âcre de la soudure et du poids réconfortant d'outils qui épousaient ses mains comme de vieux amis. Il avait acheté l'atelier en 1983, juste après la mort de Sandrine. Les enfants étaient si jeunes alors. Nicolas avait à peine 10 ans, Valérie 7, et Stéphane, le Benjamin, tout juste 3 ans. Un père célibataire avec 3 enfants en deuil et un prêt qu'il pouvait à peine rembourser. L'atelier de réparation avait été à la fois son salut et sa prison. Pendant que les autres pères entraînaient l'équipe de football locale ou partaient camper le week-end, Jean était penché sur des circuits imprimés et des blocs moteurs, apprenant à tout réparer, des grille-pains aux tondeuses à gazon, en passant par le téléviseur occasionnel. Les enfants faisaient leurs devoirs sur l'établi du fond, entourés par le bourdonnement des néons et l'odeur métallique de l'huile de machine. Il leur avait appris à tous à se servir d'un multimètre, à diagnostiquer un problème avec patience et logique. Nicolas était méthodique, suivant les instructions à la lettre. Valérie était rapide et intuitive, réparant souvent les choses avant même que Jean ait pu expliquer la panne. Stéphane, lui, voulait surtout être près de son père, content de lui tendre les outils et de poser une infinité de questions sur le fonctionnement des choses. Où étaient passés ses enfants? Nicolas avait maintenant 42 ans, avocat d'affaires à Lyon, avec un bureau d'angle offrant une vue imprenable sur la colline de Fourvière. Il appelait tous les 2 ou 3 mois, des conversations brèves et professionnelles, s'enquérant de la santé de Jean comme on s'enquiert du portefeuille d'un client. Valérie avait fait fortune dans l'immobilier commercial, toujours entre Bordeaux et Marseille, sa voix au téléphone perpétuellement parasitée par le bruit de portières qui claquent et d'annonces d'aéroport. Stéphane, le petit dernier, avait suivi la vague technologique jusqu'à Toulouse, travaillant comme consultant pour des startups. Il envoyait des SMS pour les fêtes, courts, efficaces, ne demandant rien. Ils avaient tous leurs propres enfants maintenant. Jean avait 5 petits-enfants dont il connaissait surtout les visages grâce aux cartes de Noël et aux photos Facebook que sa voisine l'aidait à regarder sur son ordinateur. Les 2 garçons de Nicolas étaient déjà des adolescents. La fille de Valérie était au collège. Stéphane avait des jumelles qui venaient d'entrer en maternelle. En 5 ans, Jean n'avait été invité qu'à 3 de leurs anniversaires. Il ne leur en voulait pas. Pas vraiment. Il avait été là pour chaque genou écorché et chaque spectacle d'école quand ils étaient jeunes, mais il avait aussi été distant, épuisé par le travail, vidé émotionnellement par l'absence de Sandrine. Il avait subvenu à leurs besoins, les avait gardés en sécurité, s'était assuré qu'ils ne manquent de rien. Mais les avait-il vraiment connus? Avait-il posé les bonnes questions, écouté les réponses qui comptaient? Le grand livre de comptes de l'atelier se trouvait maintenant dans une boîte en carton dans sa voiture, ce vieux registre relié de cuir où il avait consigné chaque réparation pendant 4 décennies. Nom et adresse, description des réparations, montant payé. Parfois, il avait griffonné de petites notes pour lui-même, radio de Madame Martin, celle de son défunt mari, manipulée avec soin, ou, ampli guitare du jeune Lemoine, premier concert ce week-end, priorité. Le registre était une carte de sa vie d'adulte, et le parcourir, c'était comme se promener dans un cimetière de petites bontés dont personne ne se souvenait. Il avait vendu l'atelier à un jeune couple qui voulait le transformer en torréfaction de café.
Ils avaient été polis et enthousiastes, parlant de briques apparentes et de mélanges artisanaux. Ils avaient promis de conserver la vieille enseigne, celle qui disait « Réparation Fournier ». On répare ce qui est cassé. Jean avait hoché la tête, signé les papiers et déposé leur chèque à la banque. L'argent n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. Suffisant pour quoi? Il n'en était pas tout à fait sûr. Ce soir-là, seul dans sa petite maison de location en bordure de la ville, Jean s'était assis à sa table de cuisine avec une bouteille du vin préféré de Sandrine, un Saint-Émilion qu'il gardait au fond d'un placard depuis 24 ans. Il parcourait les annonces immobilières sur son ordinateur portable. Il ne cherchait rien en particulier. Il regardait, c'est tout. C'est là qu'il l'avait trouvé. Vente pour défaut de paiement de la taxe foncière, mise à prix 10 €. L'annonce précisait « Maison de campagne de style Bastide, 390 mètres carrés, 1,4 hectares, village en Provence. » Vendu en l'état. La propriété inclut les dépendances et les biens personnels. Pas de visite, pas d'inspection. Vendu sans visite préalable. Les photos montraient une maison qui avait manifestement été grandiose autrefois, peut-être 70 ou 80 ans plus tôt. 3 étages de murs en pierre patinée, une terrasse couverte qui s'affaissait en son milieu, des fenêtres sombres et vides. Le jardin était retourné à l'état sauvage, les pins parasols se pressant contre les murs, les ronces et le thym sauvage dévorant ce qui avait pu être un jardin à la française. Et là, dans la cour avant, tel un étrange ornement de jardin, se trouvait un petit avion à hélice, un Cessna peut-être des années 1960. Sa peinture était passée, ses roues s'enfonçaient dans la terre ocre. À côté de l'avion, une vieille voiture de sport, une Renault Alpine à 110 à première vue, reposait sur des pneus à plat sous un pin. L'annonce indiquait que le précédent propriétaire était décédé sans héritier et avec d'importantes dettes fiscales. Le département avait saisi le bien et le vendait pour ce qu'il pouvait en obtenir, juste pour apurer les comptes. Mise à prix, 10 €. Jean avait fixé l'annonce pendant 1 heure, se servant verre après verre d'un vin dont il ne sentait même pas le goût. La maison ressemblait à l'incarnation physique de la solitude, abandonnée et oubliée, lentement reconquise par la nature. Il pensa à sa location vide, à son atelier vide, à son agenda vide qui s'étirait vers une retraite vide. À 23h30 ce soir-là, légèrement ivre et peut-être complètement fou, il avait créé un compte sur le site d'enchères départementales et avait placé une offre. 10 €. Il avait gagné. La paperasserie avait pris 3 semaines. Personne d'autre n'avait enchéri. Personne ne voulait d'une maison de campagne en ruine à des heures de toute civilisation, pleine des possessions et des problèmes de quelqu'un d'autre. Mais Jean signa chaque formulaire, paya chaque frais, et par un matin gris d'octobre, il chargea sa voiture de tout ce qu'il possédait, ce qui n'était pas grand-chose, et prit la route vers le sud. La maison était pire en personne. Et mieux aussi, d'une certaine manière. Pire, parce que les photos n'avaient pas rendu l'ampleur de la négligence, la façon dont les marches de la terrasse semblaient spongieuses sous ses pieds, les fenêtres brisées du 3e étage, l'odeur de moisis et de nids d'animaux. Mieux, parce qu'elle était réelle, solide, un problème qu'il pourrait peut-être résoudre avec ses mains, ses outils et son temps. Il fit le tour de la propriété le premier jour, faisant l'inventaire. L'avion à hélice était un Cessna 182, modèle de la fin des années 1960. Il n'avait probablement pas volé depuis 30 ans. La voiture de sport était une Renault Alpine à 110 de 1969, ensevelie sous les aiguilles de pin et les fientes d'oiseaux, mais peut-être récupérable. Les dépendances comprenaient un atelier au toit effondré et un garage qui penchait dangereusement d'un côté. À l'intérieur, la maison était une capsule temporelle. Des meubles recouverts de draps poussiéreux, des calendriers vieux de plusieurs décennies au mur, des placards de cuisine remplis de vaisselle et de verre. Quiconque avait vécu ici s'était simplement arrêté, comme s'il était sorti un jour pour ne jamais revenir. Cette première nuit, Jean déroula son sac de couchage sur le parquet poussiéreux de ce qui avait dû être un salon. Il resta éveillé, écoutant la maison craquer et gémir, le mistral souffler dans les pins, et il se demanda ce qu'il pensait faire ici. La réponse lui vint juste avant de s'endormir. Il cherchait quelque chose. Il ne savait pas encore quoi, mais il le reconnaîtrait quand il le trouverait. Jean passa la première semaine à essayer de rendre la maison habitable. Il colmata les pires fuites du toit avec des bâches et du ruban adhésif, nettoya les nids de souris dans les placards de la cuisine et fit tousser la vieille chaudière pour la ramener à la vie. L'eau coula marron pendant 2 jours avant de s'éclaircir,
et l'électricité fonctionnait dans certaines pièces mais pas dans d'autres. C'était le genre de projet qui aurait submergé un homme plus jeune. Mais Jean avait passé 42 ans à résoudre des problèmes, et celui-ci n'était qu'un autre problème avec une centaine de plus petits problèmes imbriqués à l'intérieur. Il travaillait méthodiquement, pièce par pièce, en commençant par les bases, cuisine fonctionnelle, salle de bain utilisable, chambre habitable. Tout le reste pouvait attendre. Le 8e jour, il arriva enfin au bureau. C'était une pièce magnifique, ou du moins, elle l'avait été. Des bibliothèques en acajou du sol au plafond tapissaient 3 murs, remplis de volumes sur l'aviation, l'histoire, la géographie. Un bureau massif dominait le centre, sa surface enfouie sous des couches de poussière et de papiers épars. Le 4e mur était couvert de photographies encadrées, des avions, des pistes d'atterrissage, des groupes d'hommes en combinaison de vol, des lieux exotiques que Jean ne put identifier immédiatement. Les tiroirs du bureau étaient fermés à clé, mais les clés pendaient à un crochet à côté de la porte, étiquetées d'une écriture soignée, Bureau, Capitaine P. Dubois. Il avait donc un nom maintenant, Capitaine Pierre Dubois. Jean passa la matinée à fouiller méticuleusement le bureau, manuel de vol, carte de navigation, carnet de vol rempli d'entrées d'une écriture précise. L'écriture avait la qualité disciplinée de l'entraînement militaire. Chaque lettre était parfaitement formée, sans mouvement superflu. Les dates allaient de 1968 à 1989, documentant des vols vers des endroits qui firent chercher un atlas à Jean, Vientiane, Kinshasa, Carthagène, Phnom Penh. Ce n'étaient pas des voyages d'agrément, ni des routes commerciales. C'étaient des vols vers des zones de conflit, des zones sinistrées, des endroits où les gens normaux n'allaient pas de leur plein gré. La bibliothèque derrière le bureau attira son attention vers midi. Quelque chose clochait. L'espacement était irrégulier. Le mur du fond n'était pas tout à fait aligné avec les autres. Jean passa la main le long de la jointure entre l'étagère et le mur et sentit un courant d'air frais. Il appuya. Le panneau bougea. Son rythme cardiaque s'accéléra tandis qu'il glissait ses doigts dans l'interstice et tirait. Toute la section pivota sur des charnières cachées, révélant un compartiment d'environ 1 mètre de large et 60 cm de profondeur. À l'intérieur se trouvaient 3 boîtes d'archives en carton, soigneusement empilées, chacune étiquetée avec des dates. Jean souleva la première boîte et la porta jusqu'au bureau. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait l'impression d'ouvrir le cercueil de quelqu'un, de violer quelque chose de sacré. Mais le capitaine Dubois était mort. La maison était la sienne maintenant. Et quoi que contiennent ces boîtes, cela faisait partie du mystère qu'il avait acheté pour 10 €. La première chose qu'il trouva fut un carnet de vol relié de cuir, différent de ceux du bureau. Celui-ci était personnel, détaillé, avec des entrées qui ressemblaient plus à un journal intime qu'à des registres de navigation. 12 novembre 1972. Vol vers Vientiane contre les ordres. Évacuation nécessaire, malgré les dénégations des canaux officiels. Transporter 23 réfugiés, principalement des enfants. Le commandement sera furieux, mais certaines choses comptent plus que le protocole. 3 mars 1975. Saigon. La ville tombe plus vite que quiconque ne veut l'admettre. Fait 3 allers-retours aujourd'hui. Entassés comme des sardines, bien au-delà des limites de poids. Si nous nous étions écrasés, nous serions tous morts. Mais nous ne nous sommes pas écrasés. 47 personnes évacuées. 47 personnes qui pourront vivre. 19 août 1984. Éthiopie. La famine est pire que ce que montrent les journaux. J'ai transporté des fournitures médicales à Korem. Les visages des enfants me hanteront à jamais. Comment le monde peut-il rester les bras croisés? J'en lisais, entrée après entrée, regardant la vie du capitaine Dubois se dérouler en une écriture serrée et une encre passée. C'était un homme qui avait passé des décennies à voler en enfer pour en sortir des gens. Des missions non autorisées, un travail humanitaire qui contournait les réglementations et risquait la cour martiale. Un homme qui avait choisi le danger et la conscience plutôt que la sécurité et les règles. Mais ce furent les lettres qui brisèrent le cœur de Jean. Elles étaient rassemblées par un élastique qui se désintégra au moment où il le toucha. 47 enveloppes, chacune adressée à une certaine, Sandrine, avec différentes adresses, toutes barrées. Aucune n'avait jamais été postée. Jean ouvrit la première, datée de 1970. Chère Sandrine, tu as 3 ans maintenant, et je me demande si tu ressembles à ta mère ou à moi.
Je me demande si tes nouveaux parents te laissent jouer dans la terre ou s'ils te gardent dans de jolies robes. Je me demande si tu es heureuse. J'espère que tu es heureuse. C'est tout ce que je voulais pour toi. Une vie meilleure que celle que je pouvais t'offrir à 19 ans, avec rien d'autre qu'une licence de pilote fraîchement obtenue et la tête pleine de rêves. Ta mère a été plus courageuse que moi. Elle t'a tenu dans ses bras, t'a donné un nom, puis t'a laissé partir vers une famille qui pouvait tout te donner. Je n'ai même pas pu faire ça. Je suis parti avant ta naissance parce que j'étais effrayé et stupide, et je pensais que fuir était une forme de force. Je te cherche maintenant. J'ai engagé un détective et il dit que les dossiers d'adoption sont scellés, mais il doit y avoir un moyen. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Amour, ton père. Jean posa la lettre et ferma les yeux. Il pensa à Nicolas, Valérie et Stéphane. Il pensa à toutes les fois où il avait été physiquement présent mais émotionnellement absent, épuisé par le travail, vidé par le deuil et la responsabilité. Il ne les avait jamais abandonnés, mais avait-il vraiment été là? Le magnétophone était au fond de la deuxième boîte, un vieil appareil portable des années 1980. 3 cassettes étaient étiquetées avec des dates et des lieux. Jean trouva une prise, le brancha et chargea la première cassette. Du grésillement, puis un clic. Puis la voix de Pierre Dubois emplit le bureau. Décembre 1988. J'enregistre ceci parce que j'ai besoin de le dire à voix haute, et il n'y a personne ici pour écouter. J'ai passé 21 ans à la chercher. 21 ans de détective privé, de fausses pistes et de portes qui ne s'ouvrent pas. L'agence d'adoption a fermé. Les dossiers sont scellés par ordonnance du tribunal. Je me suis heurté à tous les murs possibles. Une pause, le son d'une respiration. Mais je continue de voler. Partout où je vais, chaque mission, je regarde les enfants et je me demande s'ils sont comme elle, si elle est heureuse quelque part, si elle est aimée, si elle pense à moi. Probablement pas. Probablement qu'elle ne sait même pas que j'existe. C'est peut-être mieux ainsi. Une autre pause, plus longue. J'ai sauvé 43 personnes au Cambodge le mois dernier. Un vol non autorisé pendant un cessez-le-feu qui n'en était pas vraiment un. Je pourrais perdre ma licence, peut-être aller en prison. Mais ils sont en vie. 43 personnes qui seraient mortes. Ils sont en vie maintenant. Est-ce que ça équilibre la balance? Est-ce que sauver des étrangers compense l'abandon de son propre enfant? La cassette s'arrêta avec un clic. Jean resta assis dans l'obscurité grandissante du bureau, entouré des preuves de la vie de Pierre Dubois, de son héroïsme et de sa culpabilité, des sauvetages et des regrets. L'homme qui en avait sauvé des centaines mais ne pouvait se sauver lui-même du vide dans son cœur. Il pensa à ses propres enfants, devenus grands et distants, menant des vies qu'il comprenait à peine. Il pensa aux années qu'il avait passées à réparer les objets cassés des autres tandis que sa propre famille se fracturait en silence. Et il prit une décision. Il trouverait Sandrine. Il finirait ce que Pierre Dubois avait commencé. Pas parce que cela ramènerait Pierre ou changerait le passé, mais parce que certaines histoires méritaient une fin, et que certaines personnes méritaient de savoir qu'elles étaient aimées, même si cela venait trop tard. La bibliothèque municipale de la ville la plus proche se trouvait à 40 minutes de route, un bâtiment en briques qui semblait n'avoir pas changé depuis 1970. Jean arriva à l'ouverture le lundi matin, muni d'un carnet et du journal de bord de Pierre Dubois. La bibliothécaire, une femme septuagénaire avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, lui montra les terminaux informatiques et la section de référence sans poser de questions. Il commença par les bases, Pierre Dubois, capitaine, armée de l'air française. Les résultats de recherche apparurent rapidement. Dossier militaire, citation, une brève notice nécrologique de 2018. Capitaine Pierre Dubois, 81 ans, est décédé mardi à l'hôpital des anciens combattants à Lyon. Le capitaine Dubois a servi dans l'armée de l'air française de 1965 à 1990, y compris plusieurs missions en Asie du Sud-Est. Après son service militaire, il a travaillé comme contractuel indépendant pour des organisations humanitaires, effectuant des missions de secours dans des zones de conflit. Il ne laisse aucune famille proche. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité. Aucune famille proche. Les mots pesaient lourdement sur la poitrine de Jean. Il creusa plus profondément. Les dossiers militaires montraient des décorations pour service au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Après sa retraite,
il y avait des références à des vols pour des organisations comme Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale, mais rien d'officiel ou de détaillé. Pierre avait opéré dans les interstices, apparemment, effectuant des missions qui devaient être faites mais qui ne cadraient pas avec les canaux officiels. La carte de visite de l'agence d'adoption avait été glissée dans une des lettres, ses bords ramollis par le temps. Service d'adoption et les familles de l'Ouest, Bordeaux. Un numéro de téléphone avec un préfixe que Jean ne reconnaissait pas, probablement déconnecté depuis des décennies. Il appela quand même. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. La bibliothécaire l'aida à chercher dans les archives commerciales historiques. Les familles de l'Ouest avaient fermé en 1995. Ces dossiers avaient été transférés à la direction départementale de l'action sociale de Nouvelle-Aquitaine. Les dossiers d'adoption, expliqua-t-elle, étaient généralement scellés pendant 99 ans, à moins qu'un tribunal n'ordonne leur ouverture. Il faudrait être un membre de la famille proche, dit-elle doucement, ou avoir un intérêt légitime. Jean la remercia et passa une autre heure à chercher avant de rentrer à la maison de campagne. La route serpentait à travers d'épaisses forêts de pins, passant devant de petites fermes et des maisons très espacées. Il avait acheté du lait et une baguette en ville, les prémices d'une vie réelle dans la maison plutôt que d'y camper simplement. Son téléphone sonna alors qu'il se garait dans l'allée. Le nom de Nicolas sur l'écran. Papa. La voix de Nicolas était professionnelle, distante. Je prends juste des nouvelles. Comment tu t'installes dans la nouvelle maison? Ça avance, dit Jean. Il sortit de la voiture, le téléphone coincé contre son épaule, et attrapa les sacs de course. Beaucoup de travail à faire, mais c'est du bon travail. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as acheté une maison au milieu de nulle part pour 10 €. Ça semble impulsif. J'allais dire, inquiétant. Jean déverrouilla la porte d'entrée et entra dans le hall. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière dans des puits dorés. J'avais besoin d'un projet, Nicolas. Quelque chose pour occuper mon temps. Tu aurais pu déménager plus près de l'un de nous. Lyon est une ville agréable. Tu pourrais voir plus souvent les petits-enfants. Le pourrait-il? Ou serait-il simplement plus proche de la même distance polie, des mêmes appels téléphoniques protocolaires et des visites de vacances obligatoires? Comment vont les garçons? Demanda Jean, changeant de sujet. Bien. Occupé. Lucas a de nouveau eu les félicitations du conseil de classe, et Léo joue maintenant en équipe première de basket. C'est merveilleux. Dis-leur que je suis fier d'eux. Une pause. Tu pourrais le leur dire toi-même, papa. Ils ont des téléphones. Le reproche était doux mais clair. Jean posa les courses sur le comptoir de la cuisine. Tu as raison. Je devrais les appeler plus souvent. Nous devrions tous faire mieux, dit Nicolas, et il y avait quelque chose dans sa voix, une fissure dans le vernis professionnel, un soupçon du garçon qui tendait autrefois les outils à son père dans l'atelier de réparation. J'avais l'intention de venir te voir, mais le travail a été dingue. Cette fusion, c'est... Ce n'est pas grave, Nicolas. Je comprends. Une autre pause. Vraiment? Parce que parfois je me demande si tu t'attends à ce que nous soyons distants maintenant. Comme si tu avais déjà décidé que c'était comme ça. Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Jean avait accepté la distance comme inévitable, peut-être même méritée. Il les avait déçus d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il avait été trop fatigué, trop triste, trop concentré sur le fait de les nourrir et de les vêtir pour vraiment les voir. Je ne veux pas de ça, dit Jean doucement. Alors peut-être. Peut-être que nous pourrions essayer plus fort, nous tous. J'aimerais ça. La conversation se termina par des promesses de se reparler bientôt, le genre de promesses qu'il se faisait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Peut-être le ton dans la voix de Nicolas. Peut-être la propre perspective changeante de Jean, façonnée par la lecture des lettres désespérées de Pierre Dubois à une fille qu'il n'avait jamais trouvée. Ce soir-là, Jean écouta la deuxième cassette. La voix de Pierre était plus rauque cette fois-ci, datée de 1982. Je viens de rentrer d'Éthiopie. Camp de réfugiés de Korem. La famine là-bas dépasse tout ce que j'ai vu. Et j'en ai vu beaucoup. Nous avons apporté des fournitures médicales, mais ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez.
Il y avait des milliers d'enfants, et leurs yeux. Une longue pause. Chaque enfant que j'aide, je me demande s'il est comme elle. Comme Sandrine. Je me demande si elle a 13 ans maintenant. Peut-être qu'elle entre au collège. Pense-t-elle à moi? C'est elle-même que j'existe? Une autre pause. Le bruit de papier froissé. Le détective a trouvé une autre piste. Une famille à Nantes nommée Dubois qui a adopté une fille en 1967. Charles et Marie Dubois, des missionnaires. Mais ils ne veulent pas me parler et les tribunaux ne m'aideront pas. Je commence à penser que je chasse un fantôme. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Si j'arrête de chercher, que suis-je? La cassette se termina par un clic qui résonna dans le bureau vide. Jean la rembobina et la réécouta. Charles et Marie Dubois, Nantes, missionnaires. C'était la première piste concrète qu'il avait trouvée dans les papiers de Pierre, un nom attaché à la Sandrine sans visage des lettres. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Charles Dubois et Marie Dubois, Nantes. Les avis de décès apparurent en quelques minutes. Charles était décédé en 2003, Marie en 2011. Tous deux avaient été des missionnaires qui avaient passé des années à travailler à l'étranger avant de prendre leur retraite à Nantes. Leur avis de décès mentionnait une famille survivante, une fille, Sandrine Dubois. Les mains de Jean s'immobilisèrent sur le clavier. Sandrine Dubois. Serait-ce aussi simple? Sandrine aurait-elle pu garder son prénom, en ajoutant simplement le nom de famille Dubois? Il chercha Sandrine Dubois à Nantes. Rien. Il essaya des recherches plus larges. Sandrine Dubois, France. Trop de résultats. Il ajouta, âge 58, en se basant sur l'année de naissance de 1967 des lettres. Là. Sandrine Dubois, Annecy, âge 58. Profession, infirmière en soins palliatifs. Sa page Facebook était semi-publique, montrant une femme souriante aux cheveux bruns grisonnants et aux yeux bienveillants, des photos de petits-enfants et de sentiers de randonnée, de réunions de clubs de lecture et de courses caritatives. Une vie normale, une vie heureuse en apparence. Jean fixa sa photo pendant un long moment. Cette femme pourrait être la fille de Pierre Dubois. Cette femme pourrait avoir passé toute sa vie sans savoir que son père biologique avait passé des décennies à la chercher, volant dans des zones de guerre et des catastrophes, sauvant des centaines d'étrangers sans jamais trouver la seule personne qu'il avait besoin de sauver. Devait-il la contacter? En avait-il le droit? Et si elle ne voulait pas savoir? Et si l'ouverture de cette porte n'apportait que de la douleur? Mais il repensa à la voix de Pierre sur ses cassettes, au désespoir tranquille, à l'espoir qui ne s'était jamais tout à fait éteint. Il pensa aux lettres scellées qui n'avaient jamais été envoyées, à l'amour qui n'avait jamais été livré. Certaines choses méritaient d'être connues, même si elles faisaient mal. Le trajet jusqu'à Rennes dura 3 heures sous une pluie qui commença fine et devint battante. Jean avait appelé les archives départementales à l'avance, expliquant qu'il faisait des recherches sur l'histoire familiale d'un ancien combattant décédé. Ils avaient été polis mais évasifs sur les dossiers qui pourraient être disponibles. Le bâtiment était moderne et institutionnel, tout en béton et en verre. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et la climatisation. Une femme au bureau de référence leva les yeux à son approche, sa plaque nominative indiquant « Geneviève ». J'ai appelé hier, dit Jean, au sujet de dossiers d'adoption des années 1960. Geneviève hocha la tête, son expression compatissante. Je me souviens. J'ai sorti ce que j'ai pu, mais je dois être honnête avec vous. La plupart des dossiers d'adoption de cette époque sont scellés. Loi sur la vie privée. Même si les parents adoptifs sont décédés, nous ne pouvons pas divulguer d'informations d'identification sans une ordonnance du tribunal. Je comprends. C'est juste que... Jean marqua une pause, choisissant ses mots. L'homme qui possédait ma maison a passé toute sa vie à chercher sa fille. Il est mort sans la trouver. J'ai pensé que je pourrais peut-être finir ce qu'il a commencé. Quelque chose changea sur le visage de Geneviève. C'est gentil. La plupart des gens ne s'en donneraient pas la peine. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. J'ai été adoptée en 1963. Je n'ai retrouvé ma mère biologique qu'à 52 ans, et elle était morte depuis 3 ans. Je comprends ce que cela signifie, de ne pas savoir. Elle le conduisit dans une salle de recherche et revint 20 minutes plus tard avec un mince dossier.
Voici ce que je peux vous donner sans enfreindre la loi. Ce n'est pas grand-chose. Le dossier contenait une fiche récapitulative du service d'adoption et les familles de l'Ouest. Pas de nom, juste des numéros de dossier et des dates, mais une entrée correspondait. Nourrisson de sexe féminin né le 14 mars 1967, placé en famille d'accueil en avril 1967. Parents adoptifs répertoriés uniquement comme C. Dubois et M. Dubois, Nantes. C'est elle, dit Jean doucement. C'est Sandrine. Geneviève s'assit en face de lui. Le dossier note que l'adoption était plénière, ce qui signifie aucun contact entre les familles biologiques et adoptives. C'était courant à l'époque. Les gens pensaient que c'était plus simple comme ça. Mais elle aurait quoi, 58 ans maintenant? Si elle voulait trouver des informations sur ses parents biologiques, pourrait-elle le faire? Elle pourrait adresser une requête au tribunal. Parfois, ils ouvrent les dossiers si les deux parties consentent ou s'il y a une raison impérieuse, mais elle devrait en prendre l'initiative. Jean la remercia et reprit la route dans l'obscurité, les essuie-glaces battant un rythme régulier. Son esprit était rempli de questions. Comment dire à quelqu'un que son père biologique a passé sa vie à le chercher? Comment livrer un amour qui arrive avec 50 ans de retard? De retour à la maison, il fit du café et retourna au bureau. Il devait y avoir plus, quelque chose qu'il avait manqué. Il examina de nouveau les boîtes d'archives, plus attentivement cette fois, et au fond de la troisième boîte, il trouva une enveloppe Kraft marquée « Contact d'urgence ». À l'intérieur se trouvait une photographie. La femme sur la photo était jeune, peut-être 20 ans, avec des cheveux sombres et des yeux effrayés. Elle tenait un nourrisson enveloppé dans une couverture d'hôpital, le visage du bébé à peine visible, minuscule et parfait. Au dos, de l'écriture de Pierre, Sandrine Marie, 16 mars 1967, 2 jours. Elle a tes yeux. En dessous, d'une encre différente, ajouté plus tard, Monique, où que tu sois, j'espère que tu as trouvé la paix. Tu as été plus courageuse que nous deux. Jean fixa la photographie pendant un long moment. C'était Sandrine, bébé, tenue par sa mère biologique, Monique. C'était l'instant avant que tout ne change, avant l'adoption, avant que Pierre ne passe des décennies à chercher, avant que la vie qui aurait pu être ne devienne la vie qui fut. Il pensa à ses propres enfants, à les tenir dans ses bras après la mort de Sandrine Fournier. Leur poids, la responsabilité, la terreur de ne pas être à la hauteur. Au moins, il était resté. Au moins, il avait essayé. Son téléphone sonna. Le nom de Valérie. Papa. Nicolas m'a dit que vous aviez parlé. Oui, nous avons discuté. Tu vas bien là-bas? Au milieu de nulle part? Il y avait quelque chose de tranchant dans la voix de Valérie, une dureté qui était là depuis son adolescence. Elle avait été la plus affectée par la mort de Sandrine Fournier, avait construit des murs qui n'étaient jamais vraiment tombés. Je vais bien, ma chérie. Comment vas-tu? Occupé. J'ai 3 ventes qui se concluent cette semaine et une réunion du conseil d'urbanisme demain. Ça va être un cauchemar. Ça a l'air stressant. C'est juste le travail. Une pause. Nicolas a dit que nous devrions peut-être venir te voir. Tous ensemble. Passer un week-end ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais que nous ne sommes pas obligés. Peut-être qu'on en a envie. Mais elle ne semblait pas en avoir envie. Elle semblait obligée, comme si c'était un autre point sur son agenda entre les ventes immobilières et la réunion d'urbanisme. Valérie, dit Jean prudemment, tu te souviens quand tu avais environ 8 ans et que tu as démonté le grille-pain pour voir comment il fonctionnait? Silence. Tu l'as tout démonté, mais tu n'as pas réussi à le remonter. Tu pleurais parce que tu pensais que je serais en colère. Mais je n'étais pas en colère. J'étais fier que tu aies été assez curieuse pour essayer. Pourquoi tu me parles de ça? Parce qu'à un moment donné, tu as cessé d'être curieuse de tout. Tu as juste avancé, construit des murs, continué. Ce n'est pas juste. Peut-être pas. Mais j'ai beaucoup pensé ces derniers temps aux choses que nous ne disons pas, aux conversations que nous n'avons jamais parce que nous sommes tous trop occupés, trop fatigués ou trop effrayés. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Valérie parla de nouveau, sa voix était plus douce. Je ne sais pas comment te parler, papa. Je ne sais plus depuis des années.
Je sais. C'est plus de ma faute que de la tienne. C'est de notre faute à tous les deux. Après la mort de maman, tu as juste disparu. Même quand tu étais juste là, tu étais parti. Et nous avons appris à ne pas avoir besoin de toi parce qu'avoir besoin de toi faisait trop mal. Les mots tombèrent comme des pierres, vrais, lourds et douloureux. Je suis désolé, dit Jean. J'ai fait de mon mieux, mais mon mieux n'était pas assez bon. Je n'essaie pas de te blesser. C'est juste que je suis fatigué de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Alors peut-être devrions-nous arrêter de faire semblant. La conversation se termina sans résolution, juste une promesse de se reparler bientôt. Jean resta assis dans le bureau sombre, la photo du bébé Sandrine toujours à la main, et se demanda s'il était possible de réparer des relations brisées depuis si longtemps. Cette nuit-là, il lut d'autres lettres de Pierre, observant la progression de l'espoir au désespoir, puis à la résignation. Les lettres plus tardives, écrites dans les années 1990 et 2000, avaient une qualité différente, moins de recherche effrénée, plus de réflexion philosophique. Une lettre de 1995 l'arrêta net. Chère Sandrine, j'ai 58 ans aujourd'hui, l'âge que tu auras quand tu liras ceci, si jamais tu le lis. J'ai pensé à toutes les missions que j'ai effectuées, à toutes les personnes que j'ai sauvées. Des centaines de vies, peut-être des milliers si l'on compte les effets indirects. Mais je n'ai pas pu nous sauver. Je n'ai pas pu sauver la relation que nous n'avons jamais eue. Parfois, je me demande si j'ai continué à chercher parce que te trouver comptait, ou parce que la recherche elle-même me donnait un but. Que ferais-je si je te trouvais? Voudrais-tu même me connaître? Peut-être que tu es mieux avec le mystère qu'avec la réalité d'un homme qui s'est enfui avant ta naissance et a passé le reste de sa vie à essayer de revenir en courant. J'espère que tu as été heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ton père, qui t'a aimé de loin. Jean plia soigneusement la lettre et la remit dans la pile. Demain, il prendrait une décision concernant Sandrine Dubois. Demain, il trouverait comment lui dire que son père biologique l'avait assez aimé pour passer sa vie entière à la chercher, même s'il ne l'avait jamais trouvée. Ce soir, il s'assoirait avec le fantôme de Pierre et penserait à la paternité, à l'échec et aux 1000 façons dont l'amour peut ne pas être livré. Trouver Sandrine Dubois avait été plus facile que Jean ne l'avait prévu. Sa licence d'infirmière était un document public, son adresse figurait dans l'annuaire qui existait encore en ligne. Elle vivait rue de la Cascade à Annecy, une modeste maison avec un jardin visible sur Google Street View. Sa vie était là, documentée en pixels et en registre public, mariée à Stéphane depuis 32 ans, 3 enfants adultes, un historique de travail au centre hospitalier d'Annecy, en soins palliatifs. Le plus difficile était de décider quoi faire de cette information. Jean passa 2 jours à rédiger des brouillons de lettres qu'il n'envoya jamais. Chaque version semblait fausse, trop désinvolte, trop formelle, trop présomptueuse. Comment annoncer à quelqu'un que toute son histoire d'origine pourrait être différente de ce qu'il pensait? Comment livrer l'amour d'un homme mort sans passer pour un étranger fou? Il fit plutôt des recherches sur Sandrine, essayant de comprendre qui elle était avant de potentiellement bouleverser sa vie. Ses publications sur Facebook étaient aimables et réfléchies. Elle partageait des articles sur les soins de fin de vie et la dignité dans la mort. Elle postait des photos de randonnées avec son mari, de réunions de clubs de lecture, des spectacles scolaires de ses petits-enfants. Rien n'indiquait qu'elle sache quoi que ce soit sur Pierre Dubois, ou qu'elle ait jamais cherché ses parents biologiques. Peut-être que cela signifiait qu'elle était satisfaite de ne pas savoir. Peut-être que le mystère ne la hantait pas comme il avait hanté Pierre. Le 3e jour, Stéphane se présenta sans prévenir. Jean était dans le garage, essayant d'évaluer si la Renault Alpine à 110 était récupérable, quand il entendit une voiture dans l'allée. Stéphane sortit d'une voiture de location, regardant la maison et le terrain envahi par la végétation avec une expression entre l'inquiétude et l'incrédulité. « Alors c'est ça, dit Stéphane. La maison de campagne à 10 €. C'est ça. » Jean s'essuya les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce qui t'amène depuis Toulouse? » Une conférence à Bordeaux. J'ai pensé faire un détour pour voir dans quel pétrin tu t'es mis. Ils restèrent là, maladroitement. Père et fils séparés par 35 ans et une distance qu'aucun des deux ne savait comment franchir. Stéphane avait les traits de Sandrine Fournier, ses yeux sombres, son sourire rapide, bien qu'il ne sourit pas maintenant. « C'est plus grand que je ne le pensais, dit finalement Stéphane. Et plus en ruine. J'allais dire ambitieux.
Jean lui fit faire le tour. La cuisine restaurée, le toit rapiécé, le bureau où il avait trouvé les affaires de Pierre. Stéphane posa des questions sur la structure et les réparations, restant prudemment dans le domaine pratique des murs porteurs et des systèmes électriques. Ce n'est que lorsqu'il se tint dans le bureau, entouré des photographies et des carnets de vol de Pierre, que Stéphane dit ce qu'il était vraiment venu dire. Nicolas et Valérie s'inquiètent pour toi. Ils pensent que tu fais une sorte de crise. Et toi, tu t'inquiètes? Stéphane prit l'un des livres sur l'aviation sur le bureau. Le feuilleta sans le lire. Je ne sais pas ce que j'en pense. Tu vends l'atelier, tu achètes une maison de campagne pour 10 €, tu déménages au milieu de nulle part. Ce n'est pas exactement un comportement normal de retraité. Peut-être que ce n'est pas la normalité dont j'ai besoin. De quoi as-tu besoin, papa? La question flotta dans l'air entre eux. Jean pensa aux lettres de Pierre, aux décennies passées à chercher quelque chose qui ne voulait peut-être pas être trouvé. Il pensa à ses propres enfants, assez proches pour être touchés, mais incroyablement loin. J'ai besoin de comprendre certaines choses, dit Jean. Sur la paternité, sur les choix que nous faisons et les conséquences qui nous suivent. Stéphane reposa le livre. C'est à propos de maman? C'est à propos de nous tous. La façon dont nous avons été les uns avec les autres depuis sa mort. La façon dont j'ai. Jean marqua une pause, cherchant ses mots. La façon dont j'étais là, mais pas vraiment là. Tu l'as dit toi-même une fois. Je m'en souviens. Tu avais peut-être 14 ans, en colère à propos de quelque chose que j'avais manqué. Tu as dit que j'étais toujours physiquement présent mais émotionnellement absent. J'étais un gamin. Je ne savais pas de quoi je parlais. Tu savais exactement de quoi tu parlais. Stéphane se dirigea vers la fenêtre, regardant l'avion à hélice dans la cour. Tu as fait de ton mieux. Tu nous as nourris. Tu as gardé un toit sur nos têtes. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. Mais ce n'était pas assez, n'est-ce pas? Vous garder en vie n'est pas la même chose que vous aider à vivre. Le silence s'étira. Finalement, Stéphane dit, qui vivait ici avant toi? Jean lui parla de Pierre Dubois, le pilote qui avait effectué des missions humanitaires pendant des décennies. De la fille abandonnée pour adoption, de la vie passée à chercher, des lettres jamais envoyées. D'avoir trouvé Sandrine Dubois et de ne pas savoir s'il fallait lui dire. Stéphane écouta sans interrompre, et quand Jean eut fini, il resta silencieux un long moment. C'est lourd, dit-il finalement. C'est beaucoup à porter pour quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Je sais. Alors pourquoi le portes-tu? Parce que personne d'autre ne le fera. Parce qu'il mérite que son histoire soit terminée. Parce que sa fille mérite de savoir qu'elle était aimée, même si ça arrive 50 ans trop tard. Stéphane se détourna de la fenêtre. Et tes enfants? Et nous? Et toi? Tu dépenses toute cette énergie pour l'histoire de la famille d'un étranger, essayant de résoudre les regrets d'un homme mort. Mais qu'en est-il de tes propres regrets? Qu'en est-il de réparer ce qui est cassé juste devant toi? Les mots piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Jean s'était jeté dans le mystère de Pierre en partie parce que c'était plus facile que de faire face à ses propres échecs. Résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre demandait de la recherche et de la persévérance. Résoudre les siens demandait de la vulnérabilité et des risques. Tu as raison, dit Jean. Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec toi. Je sais. Tu es venu parce que tu t'inquiètes, même si nous ne savons pas très bien le montrer. Stéphane rit, un son court et amer. On est nul à ça. Nous tous, les Fournier, émotionnellement bloqués depuis 3 générations. Ça ne doit pas forcément être comme ça. Vraiment, papa? Je te connais à peine. Pas vraiment. Je sais que tu peux réparer n'importe quoi de mécanique. Je sais que tu t'es tué au travail pour nous élever. Je sais que tu aimais maman tellement que sa mort t'a presque détruit. Mais je ne sais pas de quoi tu rêves. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce que tu voulais être avant que la vie n'arrive et que tu deviennes juste papa. Jean s'assit dans le fauteuil de bureau de Pierre. Je voulais être ingénieur, concevoir des ponts. Ta mère et moi nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés trop jeunes, puis elle est tombée enceinte de Nicolas. Alors j'ai pris le travail que je pouvais trouver,
et l'atelier de réparation était ce que je pouvais me permettre. C'était censé être temporaire. 42 ans de temporaire. La vie se fiche de tes plans. Stéphane approcha une autre chaise. Parle-moi d'elle. De maman. Pas les trucs qu'on sait. Pas le cancer et l'hôpital. Raconte-moi quelque chose d'avant. Alors Jean le fit. Il parla à Stéphane du rire de Sandrine Fournier. Comment il commençait doucement et montait jusqu'à ce qu'elle soit pliée en deux, à bout de souffle. De la façon dont elle chantait faux en voiture sans s'en soucier. De la façon dont elle laissait des notes dans sa gamelle, des petits dessins et des blagues qui rendaient les journées difficiles supportables. De son rêve de voyager en Irlande, qu'elle n'avait jamais eu la chance de réaliser. Ils parlèrent pendant 2 heures, père et fils, se disant des choses qui auraient dû être dites des décennies plus tôt. Ce n'était pas une résolution, il y avait trop de dégâts pour ça, mais c'était un début. Quand Stéphane partit, promettant de revenir bientôt, Jean se sentit à la fois plus léger et plus lourd. Plus léger parce que la connexion, même difficile, ressemblait à de l'oxygène après des années à retenir sa respiration. Plus lourd parce qu'il voyait maintenant combien de travail restait à faire, combien de conversations devaient encore avoir lieu. Cette nuit-là, il trouva la médaille de recommandation dans une boîte à chaussures sous le lit de Pierre. De l'argent terni, un ruban usé, une citation pour service extraordinaire. Jean lut le texte complet, détaillant des vols qui avaient sauvé 83 civils dans des conditions dangereuses. Réprimande officielle, protection officieuse, une carrière sauvée par un commandant qui comprenait que certaines règles méritaient d'être enfreintes. La photographie de la cérémonie montrait Pierre debout, seul, sans famille à ses côtés, ses yeux vides malgré l'honneur. Jean comprenait ce regard maintenant. C'était le regard d'un homme qui avait sauvé le monde mais ne pouvait se sauver lui-même. Jean lut le reste des lettres dans l'ordre chronologique, traçant le voyage émotionnel de Pierre comme une carte d'un territoire intérieur. La progression était saisissante vue d'un seul coup, l'espoir cédant la place au désespoir, le désespoir à la résignation à une sorte d'acceptation philosophique qui ne masquait jamais tout à fait le chagrin sous-jacent. Les premières lettres des années 1970 étaient énergiques, presque optimistes. Pierre écrivait sur les pistes qu'il suivait, les enquêteurs qu'il avait engagés, les agences qu'il avait contactées. Il écrivait sur son travail, les missions, les gens qu'il avait aidés. Il y avait un sentiment de mouvement vers l'avant, d'un homme qui croyait que les réponses étaient juste au prochain tournant. Chère Sandrine, j'ai volé vers Managua aujourd'hui avec des fournitures médicales. Il y avait une fille, peut-être de 10 ans, avec ta date d'anniversaire. Je lui ai donné une barre de chocolat et elle m'a souri comme si je lui avais donné le monde. Les petites choses comptent dans les endroits sombres. Je me rapproche de toi. L'enquêteur dit qu'il a une nouvelle piste à Nantes. D'ici l'année prochaine. Ton père. Les lettres de 1982 montraient des fissures dans l'optimisme. Les pistes s'asséchaient. Les enquêteurs revenaient les mains vides. Le ton de Pierre passa de confiant à incertain. Ces questions plus philosophiques. Chère Sandrine, je me demande parfois si je te cherche ou si je cherche juste. Si te trouver signifierait la fin de la recherche, et alors que serais-je ? Un pilote d'âge moyen avec une conscience coupable et aucune mission. Peut-être que la recherche est la mission. Peut-être que je suis plus à l'aise à poursuivre qu'à attraper. C'est une pensée lâche, mais j'essaie d'être honnête avec toi, même si tu ne liras jamais ceci. Dans les années 1990, les lettres avaient encore changé. Plus longues, plus réfléchies, écrites par un homme qui comprenait qu'il ne trouverait peut-être jamais ce qu'il cherchait. La lettre de 1995 que Jean avait lue auparavant se situait au tournant, mais d'autres après allaient encore plus loin. Chère Sandrine, j'ai 62 ans aujourd'hui, assez vieux pour regarder en arrière et voir des schémas. J'ai sauvé beaucoup de gens. Je peux le dire sans fausse modestie. Les missions, les vols non autorisés, les risques que j'ai pris, des vies sauvées. Des enfants qui ont grandi parce que j'ai volé dans des endroits où d'autres pilotes n'iraient pas. Mais voici ce que je comprends maintenant. J'essayais de te sauver, encore et encore. Chaque enfant, c'était toi. Chaque réfugié était une chance de réécrire l'histoire où je m'étais enfui. Ça n'a pas marché. Sauver des étrangers ne sauve pas la seule personne qui comptait. Peut-être que c'est là le point. Peut-être que la rédemption n'est pas possible. Juste la tentative sans fin. Une autre de 2001.
Chère Sandrine, j'ai pensé à ta mère biologique, Monique. Elle avait 20 ans, effrayée, seule. J'en avais 19, tout aussi effrayée, tout aussi seule. Nous avons pris une décision que nous pensions juste. Te donner à des gens qui pourraient t'offrir une stabilité. Mais était-ce juste, ou était-ce simplement facile? Je n'ai jamais pu répondre à cela. Monique est morte en 1987. Je l'ai appris récemment. Accident de voiture. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'autres enfants. Pensait-elle à toi tous les jours comme moi? Portait-elle le même poids? Les lettres plus tardives des années 2000 et 2010 avaient la qualité de quelqu'un qui parle à un fantôme, ou peut-être à lui-même. Chère Sandrine, si tu lis ceci, je suis probablement mort. J'ai 79 ans maintenant. Mes mains tremblent. Ma vue baisse. Les missions se sont terminées il y a des années. Je suis trop vieux, trop lent, trop à handicap. Alors je suis assis dans cette maison avec toutes ces photos et tous ces souvenirs d'endroits où tu n'as jamais été. J'espère que tu as été heureuse. J'espère que tes parents t'ont aimé. J'espère que tu n'as jamais ressenti le vide que j'ai ressenti. L'absence qui a tout façonné. Peut-être que tu es mieux sans me connaître. Peut-être qu'un père mystérieux vaut mieux qu'un vrai qui t'aurait déçu. Je t'ai aimé de loin, ce qui est peut-être la même chose que de ne pas t'aimer du tout. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'en lus la dernière lettre 3 fois, sentant le poids du regret de Pierre comme une présence physique dans la pièce. C'était le point final d'une vie passée à fuir la responsabilité, la culpabilité, la possibilité du rejet. Pierre en avait sauvé des centaines, mais ne pouvait se sauver lui-même de son propre isolement. Le parallèle avec la propre vie de Jean était inévitable. Circonstances différentes, choix différents, mais le même échec fondamental, être présent sans être disponible, subvenir aux besoins sans se connecter, aimer sans le montrer de manière significative. Son téléphone vibra. Nicolas. Papa, j'ai réfléchi à ce dont on a parlé, à faire mieux. Moi aussi. Je veux amener les garçons te rendre visite. Peut-être le mois prochain. Ils sont en vacances scolaires. J'en sentis quelque chose se détendre dans sa poitrine. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Et je me disais, peut-être que je devrais m'excuser de ne pas avoir été plus compréhensif après la mort de maman. On était des enfants, mais on aurait pu être plus patient avec toi. Vous étiez des enfants face au deuil. Vous ne me deviez pas de patience. Peut-être pas. Mais on te devait plus que ce qu'on a donné. On s'est tous éloignés, on a fait nos vies, on t'a laissé derrière. Je vous ai laissé partir, dit Jean. J'aurais pu me battre plus fort pour rester connecté. Une pause au bout du fil. Alors, on s'est tous un peu laissé tomber les uns les autres. Ou on a tous fait de notre mieux avec ce qu'on avait. Ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives, n'est-ce pas? Non, dit Jean. Je suppose que non. Ils parlèrent de la visite, de ce que les garçons pourraient aimer faire, de l'avion à hélice dans la cour que Lucas voudrait explorer, et des outils dans le garage que Léo pourrait aimer utiliser. C'était une conversation pratique, mais en dessous se cachait quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. Après avoir raccroché, Jean appela un numéro qu'il avait trouvé dans les papiers de Pierre. Maurice répondit à la 3e sonnerie. C'est Maurice. Monsieur, je m'appelle Jean Fournier. Je vous ai envoyé un email il y a quelques semaines à propos de Pierre Dubois. Ah oui. L'homme qui a acheté la maison de Pierre. Vous avez dit que vous aviez trouvé ses archives. Ils parlèrent pendant 40 minutes. Maurice avait servi avec Pierre au Vietnam, avait effectué des missions de secours avec lui dans les années 1980. Il parla de Pierre avec affection et frustration. Un pilote brillant, un homme compliqué, quelqu'un qui ne pouvait pas rester en place, ne pouvait pas accepter la paix. Il poursuivait quelque chose qu'il n'attraperait jamais, dit Maurice. On le savait tous. Sa fille. Il en parlait parfois, tard le soir, après l'émission. Comment il était parti avant sa naissance. Comment il a passé toute sa vie à essayer de revenir. A-t-il jamais été proche de la trouver? Une fois, peut-être. Au début des années 90. Il a retrouvé les parents adoptifs, des missionnaires je crois, mais ils avaient déménagé. Les dossiers étaient scellés.
Il s'est heurté à un mur. Maurice mentionna quelque chose que Jean ne savait pas. Pierre avait compilé des preuves de toutes les missions non autorisées, de toutes les personnes sauvées. Il avait soumis une pétition au ministère des Armées pour une reconnaissance, non pas pour lui-même, mais pour les membres d'équipage qui avaient risqué leur carrière. La pétition n'a mené nulle part, dit Maurice. Bureaucratie, paperasse. Pierre est mort avant que ça n'aboutisse. Mais il a essayé. Il voulait que ces gens soient honorés. Il voulait que les missions soient reconnues comme un travail humanitaire officiel au lieu de violation du protocole. Après l'appel, Jean resta assis dans le bureau, entouré des preuves de la vie de Pierre. Les médailles, les photographies, les carnets de vol. Un homme qui en avait sauvé tant mais qui était mort seul. Un père qui avait aimé de loin et n'avait jamais comblé le fossé. Demain, décida Jean, il écrirait à Sandrine. Non pas pour résoudre le problème de Pierre, qui ne pouvait être résolu, mais pour honorer sa mémoire, pour s'assurer que quelqu'un sache que Pierre Dubois avait passé sa vie à se soucier d'une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Et cela devait compter pour quelque chose. Ça devait. C'est en réorganisant les boîtes d'archives que Jean remarqua que le poids était anormal. La troisième boîte semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, compte tenu du peu de papier qui restait à l'intérieur. Il en sortit le contenu, une poignée de lettres, quelques photographies, divers papiers, et examina la boîte elle-même. Le fond bougea légèrement quand il appuya dessus. Son pouce accéléra. Il avait déjà vu ce genre de choses. Des doubles fonds dans de vieilles boîtes à outils et des valises. Les gens cachaient des choses, de l'argent, des documents, des objets qu'ils ne voulaient pas qu'on trouve facilement. Il passa ses doigts sur le bord du carton, trouva la jointure et le souleva délicatement. En dessous se trouvait un dossier, vert militaire, avec un tampon rouge sur le devant, déclassifié, 2012. À l'intérieur se trouvait un rapport de mission. La page de garde était au format militaire standard, daté de novembre 1973, intitulé « Opération d'évacuation précurseur au Cambodge ». La mention de classification avait été barrée, remplacée par la date de déclassification et un code d'autorisation. Jean lut lentement, ses mains tremblant légèrement. Le rapport détaillait un vol humanitaire non autorisé le 18 novembre 1973. Le capitaine Pierre Dubois, pilotant un Cessna 182, avait volé au Cambodge pendant ce qui était officiellement un cessez-le-feu, mais qui était en réalité un combat actif. Sa mission, évacuer des missionnaires français et des civils cambodgiens menacés par l'avancée des forces ennemies. Le vol avait été dangereux, panne de moteur, tir depuis le sol, atterrissage sur une piste endommagée avec un minimum de carburant restant. Le rapport notait que le capitaine Dubois avait violé plusieurs protocoles, dépassé les limites de poids de l'avion et opéré sans autorisation appropriée. Il notait également qu'il avait sauvé 43 vies. En annexe du rapport se trouvait un manifeste documenté par le personnel de la Croix-Rouge à leur arrivée en Thaïlande. Nom, âge, nationalité. Jean parcourut la liste machinalement au début, ses yeux glissant sur la page sans grande réflexion. Puis il s'arrêta. Sa vision se brouilla légèrement, et il dut lire la ligne 3 fois pour s'assurer qu'il n'imaginait pas. Dubois, Sandrine M., 6 ans, française, fille de Charles et Marie Dubois, missionnaire. La pièce sembla basculer. Jean posa le rapport avec précaution, se leva, se dirigea vers la fenêtre, revint, reprit le rapport. Sandrine M. Dubois, 6 ans, 1973. Son esprit fit le calcul à toute vitesse. Sandrine, née en mars 1967, adoptée en avril 1967. Elle aurait eu 6 ans en novembre 1973. Charles et Marie Dubois. Les parents adoptifs. Missionnaire. Il attrapa son ordinateur portable et chercha frénétiquement. Charles Dubois. Marie Dubois. Missionnaire. Asie du Sud-Est. Les résultats apparurent rapidement. Des articles de bulletins missionnaires. Des rapports d'organisations religieuses. Charles et Marie Dubois avaient travaillé au Cambodge de 1970 à 1973, enseignant dans une petite école à l'extérieur de Phnom Penh. Ils avaient été évacués en novembre 1973 alors que la situation se détériorait, retournant définitivement en France. J'en ressortis les dossiers d'adoption, les informations que Geneviève avait trouvées. Parents adoptifs, C. Dubois et M. Dubois. Nantes.
C'était eux. Ça devait être eux. Ce qui signifiait que Pierre Dubois avait sauvé sa propre fille et ne l'avait jamais su. L'énormité de la chose frappa Jean comme un coup de poing. Il s'assit lourdement dans le fauteuil du bureau, le rapport de mission toujours entre ses mains. Pierre avait volé au Cambodge pour évacuer des missionnaires. Parmi ces missionnaires se trouvait une famille avec une fille de 6 ans nommée Sandrine. Pierre les avait fait monter dans son avion, les avait fait voler à travers un espace aérien dangereux, avait atterri avec un équipement défaillant et les avait conduits en sécurité en Thaïlande. Il avait sauvé 43 personnes ce jour-là, y compris la fille qu'il cherchait depuis 1967, et il ne l'avait jamais su. Jean lut le reste du rapport avec une émotion grandissante. Les détails du vol brossaient le portrait d'un courage extraordinaire. Panne de moteur à 30 minutes du site d'atterrissage. Des tirs depuis le sol qui avaient endommagé le gouvernail. Un atterrissage d'urgence sur une piste partiellement détruite. Pierre avait maintenu l'avion en l'air par son habileté et sa détermination, refusant de faire demi-tour, refusant de laisser quiconque derrière. Parmi les documents supplémentaires se trouvait une interview de la Croix-Rouge avec l'un des enfants, menée quelques jours après l'évacuation. L'enquêteur avait interrogé les enfants sur leur expérience, documentant leurs réponses pour une évaluation psychologique. Sandrine Dubois, 6 ans. Le pilote était gentil. Il m'a laissé voir les nuages. J'avais peur, mais il m'a dit que tout irait bien. Il m'a donné sa veste parce que j'avais froid. Il sentait le café et il avait des yeux bienveillants. Il m'a dit d'être courageuse, et je l'ai été. Jean lut ces mots 3 fois, sa vision brouillée par les larmes. Pierre avait réconforté sa propre fille pendant l'un des moments les plus dangereux de sa carrière, lui avait donné sa veste, lui avait dit d'être courageuse, et il n'avait jamais su qui elle était. L'ironie cosmique de la situation était presque insupportable. Pierre avait passé des décennies à effectuer des missions dans des endroits dangereux, à sauver des étrangers, à chercher la rédemption. Et dans l'une de ces missions, il avait accompli ce qu'il s'était fixé comme objectif. Il avait été là pour sa fille quand elle en avait le plus besoin. Il ne le savait tout simplement pas. Cela aurait-il changé quelque chose? S'il avait su, cette connaissance l'aurait-elle guéri ou hanté encore plus? Aurait-elle satisfait son besoin de rédemption ou approfondi son regret pour toutes les années écoulées? Jean ne le savait pas. Personne ne pouvait le savoir. Mais Sandrine avait le droit de savoir. Pas seulement que son père biologique l'avait cherché. Pas seulement qu'il l'avait aimé de loin, mais qu'il lui avait en fait sauvé la vie. Que son héroïsme n'était pas abstrait ou théorique. Il était concret, documenté, réel. Elle avait été là. Elle l'avait vécu. Le gentil pilote aux yeux bienveillants qui l'avait laissé voir les nuages et lui avait dit d'être courageuse était son père biologique. L'histoire avait une fin, après tout. Pas la fin que Pierre avait espérée. Il était mort sans jamais savoir. Mais une fin qui donnait un sens à toutes ces années de recherche. Jean passa le reste de la soirée à lire et relire le rapport de mission. Il trouva des documents supplémentaires glissés derrière, analyse post-mission, le propre récit écrit de Pierre sur le vol, des photographies de l'avion endommagé après l'atterrissage. Le récit de Pierre était clinique, factuel, axé sur les détails techniques. Mais il y avait une ligne à la fin qui attira l'attention de Jean. Les enfants ont géré la crise mieux que prévu. Leur courage m'a rappelé pourquoi certains risques valent la peine d'être pris. En fin de compte, ce ne sont pas les protocoles que nous suivons qui comptent, mais les vies que nous sommes capables de sauver. Si j'avais suivi les procédures d'autorisation appropriées, ces 43 personnes seraient mortes. Je peux vivre avec une réprimande. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Il n'y avait aucune mention spécifique de Sandrine. Aucune indication que Pierre lui ait accordé une attention particulière ou ait reconnu quelque chose de familier. Elle avait été un enfant parmi d'autres, une vie parmi 43. Importante parce qu'ils étaient tous importants, non pas à cause d'un lien spécial. Ce qui, pensa Jean, était peut-être la partie la plus profonde de l'histoire. Pierre n'avait pas sauvé sa fille parce qu'elle était sa fille, il ne le savait pas. Il l'avait sauvée parce qu'elle était une enfant qui avait besoin d'être sauvée, et c'était suffisant. La pureté de cette motivation guida la décision de Jean. Il écrirait à Sandrine demain. Il lui dirait tout. La recherche, les lettres, les missions, le vol au Cambodge. Il lui donnerait la photographie d'elle bébé, les enregistrements vocaux des réflexions de Pierre,
le rapport de mission qui documentait le jour où son père biologique lui avait sauvé la vie sans le savoir. Elle méritait de savoir. Pierre méritait qu'on se souvienne de lui. Et l'histoire méritait d'être terminée, même si cela arrivait des décennies trop tard. Jean resta assis au bureau de Pierre pendant 3 jours, composant et recomposant la lettre à Sandrine. Le premier brouillon était trop formel, se lisant comme un document juridique. Le deuxième était trop émotif, noyé dans le sentimentalisme. Le troisième essayait trop d'être désinvolte et finissait par paraître insensé, un étranger prétendant avoir découvert l'histoire de la vie de son père biologique dans une maison achetée pour 10 €. Au quatrième brouillon, il avait trouvé un ton qui semblait juste, honnête, compatissant, respectueux du choix qu'elle aurait à faire d'interagir ou non avec cette information. Il l'écrivit à la main sur du beau papier qu'il avait acheté en ville. Le tapé semblait mal, trop impersonnel pour ce qu'il essayait de communiquer. « Chère Madame Dubois, je m'appelle Jean Fournier. J'ai récemment acheté une propriété saisie dans un village de Provence qui appartenait à un homme nommé Capitaine Pierre Dubois, décédé en 2018. En m'installant dans la maison, j'ai découvert un compartiment caché contenant des papiers personnels, des lettres et des enregistrements que le capitaine Dubois a laissés derrière lui. Après de nombreuses recherches et réflexions, je crois que vous êtes la fille qu'il a passé une grande partie de sa vie à chercher. Je sais que cela doit être un choc, et je tiens à souligner que vous n'avez aucune obligation de répondre ou de vous engager avec cette information. Je vous écris parce que je crois que vous avez le droit de connaître l'histoire de votre père biologique, et parce que cette histoire est plus extraordinaire que nous n'aurions pu l'imaginer. J'ai joint des copies de plusieurs documents, dont une photographie de vous bébé avec votre mère biologique et un rapport militaire déclassifié que je pense que vous trouverez significatif. Si vous souhaitez en savoir plus, je serais heureux de vous rencontrer et de partager ce que j'ai trouvé. La maison du capitaine Dubois et toutes ses affaires sont ici, et vous êtes la bienvenue pour visiter quand cela vous semblera juste. Si vous préférez ne pas poursuivre, je comprendrai tout à fait, et vous n'entendrez plus parler de moi. Avec mes respects, Jean Fournier. Il inclut son numéro de téléphone et l'adresse de la maison. Puis il fit des copies des documents clés, la photo du bébé, la lettre de 1995 où Pierre exprimait ses plus profonds regrets, et le rapport de mission du Cambodge avec le nom de Sandrine sur le manifeste. Il plaça le tout dans une grande enveloppe et se rendit à la poste pour l'envoyer en recommandé. L'employé, un homme plus âgé avec des lunettes de lecture, soupesa l'enveloppe. Des documents importants. Très importants, pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Eh bien, ils arriveront en toute sécurité. C'est à ça que sert le recommandé. Jean retourna à la maison dans un état d'anticipation nerveuse. Il l'avait fait. La lettre était partie. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus de son ressort. Il se jeta dans le travail physique pour gérer l'anxiété. Le bureau était devenu un espace presque sacré, mais le reste de la maison avait besoin d'attention. Il reboucha les murs, remplaça les vitres cassées, nettoya des décennies de crasse sur les parquets. Le travail était méditatif, nécessitant juste assez de concentration pour empêcher son esprit de tourner en rond. Le soir, il continua à explorer les affaires de Pierre. Il trouva des livres dans une douzaine de langues, preuve de l'engagement de Pierre à comprendre les gens qui l'aidaient. Des grammaires khmères avec des notes dans les marges, des guides de conversation vietnamiens, des listes de vocabulaire arabe. Un homme qui aurait pu simplement piloter les avions avait plutôt choisi d'apprendre, de se connecter, de voir l'humanité dans chaque mission. L'atelier derrière la maison révéla d'autres trésors. Des outils d'aviation, des pièces pour le Cessna, des carnets d'entretien montrant que Pierre avait maintenu l'avion en état de vol jusqu'en 2010 au moins. Après cela, les entrées s'arrêtaient. Trop vieux probablement, ou trop malade pour voler. Jean examina l'avion lui-même, en faisant le tour sous la bruine automnale. Le Cessna 182 était un bourreau de travail fiable, le genre d'avion que les pilotes de brousse aimaient pour sa simplicité et sa durabilité. Celui-ci avait été bien entretenu pendant des décennies, puis laissé aux intempéries et à la rouille les dernières années. Jean pouvait voir où Pierre avait fait des modifications. Capacité de carburant supplémentaire, soutes renforcées, instruments améliorés. Un avion construit pour les missions, pas pour les vols d'agrément. 2 semaines après avoir envoyé la lettre, Maurice rappela. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit sur la fille de Pierre, dit Maurice. Et sur la pétition qu'il a déposée pour la reconnaissance des missions. J'ai passé quelques coups de fil à des gens que je connais au ministère des Armées. La pétition est toujours dans le système, juste enterrée.
Avec la bonne impulsion, elle pourrait être examinée. Quel genre d'impulsion? L'attention des médias, un article d'intérêt humain, les associations d'anciens combattants. Si nous pouvons générer assez de pression, les mettre dans l'embarras de continuer à l'ignorer, ils devront répondre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je devrais. Pierre a sauvé plus de 200 personnes dans des vols non autorisés, interrompit Maurice. Des gens qui seraient morts s'il avait suivi le protocole. Il mérite d'être reconnu. Son équipage mérite d'être reconnu. Ne laissez pas la bureaucratie gagner. Jean promit d'y réfléchir. La conversation lui rappela que l'histoire de Pierre était plus grande que la simple recherche de Sandrine. C'était une question de courage et de conscience, de choisir ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Nicolas appela ce soir-là avec de bonnes nouvelles. Il avait réservé le voyage pour fin novembre, dans 2 semaines. Lucas et Léo étaient excités de voir la maison et l'avion. Isabelle, la femme de Nicolas, voulait venir aussi. Je te préviens, dit Nicolas. Les garçons ont beaucoup de questions sur pourquoi papy a acheté une maison pour 10 €. J'ai quelques réponses pour eux. Pas toutes bonnes, mais honnêtes. C'est tout ce qu'on peut demander. Après avoir raccroché, Jean traversa la maison, la voyant à travers les yeux de ses petits-fils. L'avion à hélice fascinerait Lucas. Il pouvait déjà imaginer les questions sur son fonctionnement, où il avait volé. Les outils dans le garage plairaient à Léo, qui, selon Nicolas, commençait à s'intéresser à la construction. Peut-être pourraient-ils travailler sur l'Alpine ensemble. Ce serait un projet, quelque chose à faire de ses mains aux côtés de son petit-fils, transmettant des compétences comme il avait essayé de le faire avec Stéphane toutes ces années auparavant. La réponse de Sandrine arriva un jeudi matin, 3 semaines après qu'il eut envoyé sa lettre. Les mains de Jean tremblaient en ouvrant l'enveloppe, debout au milieu de l'allée où le facteur la lui avait remise. La lettre était manuscrite, 2 pages sur du papier de couleur crème. Cher monsieur Fournier, j'ai reçu votre lettre et j'ai passé la semaine dernière à digérer les informations que vous avez partagées. J'ai toujours su que j'avais été adopté. Mes parents, Charles et Marie Dubois, étaient des gens merveilleux qui ne m'ont jamais caché ce fait. Ils sont décédés il y a des années, et je me suis souvent interrogé sur mes parents biologiques, mais je n'ai jamais osé chercher. Cela me semblait déloyal, d'une certaine manière. Votre lettre change tout. La photographie de ma mère biologique. J'ai son sourire, ses mains. Le rapport de mission m'a laissé sans voix. J'ai de vagues souvenirs de ce vol depuis le Cambodge, d'avoir eu peur et froid, d'un pilote qui a été gentil avec moi. Apprendre que ce pilote était mon père biologique. Je n'ai pas de mots pour ce que cela signifie. J'aimerais beaucoup vous rencontrer et voir la maison où mon père a vécu. J'ai besoin de temps pour digérer cela, pour en discuter avec mon mari et mes enfants. Est-ce que dans 2 semaines cela vous conviendrait? Je monterai en voiture depuis Annecy. C'est presque trop incroyable pour être vrai, mais je vous suis reconnaissante d'avoir pris le temps de me trouver et de me raconter cette histoire. Quoi qu'il arrive, je vous remercie sincèrement. Sandrine Dubois. Jean lut la lettre 3 fois, puis retourna dans la maison et s'assit dans le bureau un long moment, tenant les mots de Sandrine et sentant le poids de ce qui allait se passer. Dans 2 semaines, la fille de Pierre Dubois entrerait dans cette maison. Elle verrait la vie de son père exposée en photographie, en lettres et en carnet de vol. Elle entendrait sa voix sur les enregistrements. Elle apprendrait que l'homme qui l'avait abandonnée à la naissance avait passé des décennies à la chercher et, sans le savoir, lui avait sauvé la vie. C'était presque trop symétrique, trop significatif. Mais c'était réel. C'était arrivé. Et maintenant, il était de la responsabilité de Jean d'honorer à la fois la mémoire de Pierre et le besoin de vérité de Sandrine. Il commença à préparer le bureau, organisant tout chronologiquement pour que l'histoire se déroule naturellement. Il nettoya plus à fond le reste de la maison, voulant qu'elle paraisse accueillante plutôt qu'abandonnée. Il travailla même dans le jardin, dégageant une partie de la végétation envahissante, créant des sentiers à travers la nature sauvage. 2 semaines. 2 semaines avant que l'histoire ne trouve sa fin. Le jour arriva, froid et clair, un jour de fin d'automne qui pressait l'hiver. Jean était réveillé depuis 5 heures, vérifiant et revérifiant le bureau, faisant du café qu'il était trop nerveux pour boire, redressant des cadres qui n'en avaient pas besoin. Il avait disposé les documents de Pierre sur le bureau dans un ordre minutieux, le carnet de vol d'abord, puis les lettres chronologiquement, puis les photographies,
et enfin le rapport de mission. Chaque élément racontait une partie de l'histoire, et ensemble, ils formaient un récit d'amour, de perte et de rédemption inattendue. À 14 heures, une voiture grise se gara dans l'allée. Jean observa depuis la fenêtre une femme sortir du côté passager, suivie d'un homme du côté conducteur. Sandrine Dubois avait 58 ans, de taille moyenne, avec des cheveux grisonnants attachés en tresse. Elle portait un jean et une veste polaire, des vêtements pratiques pour un long trajet. Mais c'est son visage qui coupa le souffle de Jean, la structure osseuse, le regard, la façon dont elle observait la maison avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle avait les yeux de Pierre, la même expression pensive que Jean avait vue sur les photos de vol, la même intensité tranquille. Il ouvrit la porte avant qu'il n'atteigne la terrasse. « Madame Dubois. »« Sandrine, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, mesurée, la voix d'une infirmière en soins palliatifs, entraînée à apporter le calme dans les moments difficiles. « Voici mon mari, Stéphane. » Stéphane était grand et solide, avec des yeux bienveillants et une posture protectrice à côté de sa femme. Ils se serrèrent la main, avec la maladresse d'étrangers se rencontrant dans des circonstances profondes. « Merci d'être venu, dit Jean. Entrez, je vous en prie. » Il leur fit faire le tour lentement, laissant Sandrine donner le rythme. Elle se déplaçait silencieusement dans les pièces, touchant les encadrements de portes et les rebords de fenêtres, absorbant l'espace où son père biologique avait vécu. Le salon avec ses meubles délavés et ses photos d'aviation au mur. La cuisine avec des cartes encore épinglées au-dessus de la table, marquant des endroits où la plupart des gens n'iraient jamais. Le couloir tapissé de plus de photos. Pierre avec des équipages. Pierre debout à côté d'avions. Pierre serrant la main de Jean dans des contrées lointaines. Il a tant voyagé, dit doucement Sandrine, étudiant une photo de Pierre devant un hangar quelque part sous les tropiques. Il a fait des missions humanitaires, surtout après sa retraite de l'armée. Toujours en mouvement, toujours ailleurs. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. Mais Jean entendit le sous-entendu. Un homme toujours ailleurs ne pouvait pas être ici. Ne pouvait pas être présent pour les choses qui comptaient. Ils arrivèrent au bureau et Sandrine s'arrêta sur le seuil. La lumière de l'après-midi tombait en biais par les fenêtres, illuminant les grains de poussière et les documents soigneusement disposés sur le bureau. C'était le cœur de l'affaire. La pièce où Pierre avait vécu avec ses regrets et ses souvenirs. « C'est ici que j'ai tout trouvé, » dit Jean. Derrière cette bibliothèque, il y a un panneau caché. Sandrine s'approcha du panneau, maintenant ouvert, et passa ses doigts sur le bord. Il a caché ces choses. Je pense qu'il voulait qu'elles soient trouvées un jour, par quelqu'un, peut-être par vous. Elle se tourna vers le bureau, vers les documents que Jean avait disposés. Ses mains planèrent au-dessus du carnet de vol avant de s'y poser, l'ouvrant à une page au hasard. L'écriture de Pierre remplissait les pages, précise et disciplinée. « Puis-je » demanda-t-elle. « Tout ce qui est ici est à vous si vous le voulez. Je ne suis que le gardien. » Sandrine s'assit dans le fauteuil de Pierre et commença à lire. Stéphane se tenait derrière elle, une main sur son épaule. Jean s'excusa pour faire du thé, leur donnant de l'intimité pour la première lecture. Quand il revint 20 minutes plus tard, Sandrine était passée aux lettres. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle lisait les mots de son père datant de décennies. Stéphane avait approché une autre chaise à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule. Jean posa le thé sur le bureau et s'apprêta à partir. Mais Sandrine leva les yeux. « Restez. S'il vous plaît. Vous faites partie de cette histoire, vous aussi. » Alors il s'assit sur la troisième chaise et attendit pendant qu'elle lisait. Il observa son visage alors qu'elle parcourait la progression des lettres, voyant son expression passer de la tristesse à quelque chose de plus complexe, le deuil de ce qui était perdu, la colère peut-être face au choix fait. La compréhension s'insinuant en filigrane. Elle prit la photographie d'elle bébé, tenue par Monique. Elle avait l'air si jeune. 20 ans, selon les notes de Pierre. Juste une fille, en fait, faisant un choix impossible. Sandrine reposa la photographie avec soin. Mes parents, les Dubois, m'ont dit que ma mère biologique m'aimait beaucoup. Que m'abandonner était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. J'imaginais son visage, je me demandais à quoi elle ressemblait. Une pause. J'ai son sourire. Oui, vous l'avez. Et ses yeux à lui.
Elle prit une des photos de vol, la tenant à côté de son visage. On a dû lui dire. Quand j'étais bébé, on a dû lui dire, elle a tes yeux. Stéphane lui serra l'épaule. Sandrine prit une profonde inspiration et saisit le rapport de mission. Elle lut la page de garde, le front plissé. Évacuation du Cambodge, 1973. Elle regarda Jean. J'y étais. Je me souviens d'avoir été au Cambodge. Nous sommes partis précipitamment. Je ne comprenais pas pourquoi. Mes parents avaient peur mais essayaient de ne pas le montrer. Le manifeste est à la page 3. Sandrine tourna les pages, parcourant la liste. Quand elle trouva son nom, elle devint très calme. Dubois, Sandrine M. 6 ans. Sa voix était à peine un murmure. Française, fille de Charles et Marie Dubois, missionnaire. Elle le lut encore et encore, puis leva les yeux vers Jean avec quelque chose comme un choc dans le regard. Il m'a sauvé. Mon père biologique, c'est lui qui a piloté cette mission. Oui. Le 18 novembre 1973. Il a volé au Cambodge sans autorisation, a évacué 43 personnes, y compris votre famille, et vous a tous conduits en sécurité en Thaïlande. Panne de moteur, tir depuis le sol, atterrissage d'urgence. Il a failli mourir en vous sortant de là. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que j'étais sa fille. Non. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais su. Sandrine posa le rapport, les mains tremblantes. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda le Cessna dans la cour. Stéphane la suivit, son bras autour de sa taille. Cet avion ? Demanda-t-elle. Le même, je crois, ou un très similaire. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Elle porta la main à sa bouche. Il y avait un pilote qui m'a donné sa veste. J'avais froid et je pleurais, et il a enroulé sa veste autour de moi. Il m'a dit de regarder les nuages, d'être courageuse. Il sentait le café et avait des mains douces. Sa voix se brisa. C'était lui. C'était mon père. Et je ne le savais pas. Il ne le savait pas. Sandrine resta longtemps à la fenêtre, son mari à ses côtés, tous deux silencieux. Jean attendit, comprenant que certains moments nécessitaient de l'espace. Finalement, elle se retourna vers le bureau. Vous avez mentionné des enregistrements dans votre lettre. 3 cassettes. Des enregistrements vocaux que Pierre a fait, des réflexions sur ses missions et sa vie. Je n'ai pas encore écouté la 3e. Vous attendiez. Pour moi. Cela semblait juste. Sandrine retourna à la chaise, Stéphane rapprochant son siège. Jean prit le vieux magnétophone sur l'étagère et chargea la 3e cassette, celle qu'il avait gardée. Ses mains étaient stables maintenant, la détermination l'emportant sur la nervosité. Celle-ci est datée de 1989, dit-il. 22 ans après votre naissance. Il appuya sur lecture. Des grésillements crépitèrent, puis s'éclaircirent. La voix de Pierre Dubois remplit le bureau, plus âgé que dans les enregistrements précédents, usé mais paisible. Novembre 1989. J'ai 52 ans aujourd'hui, et je suis fatigué. Pas physiquement, enfin si. Mon dos me fait mal et mes mains ne sont plus aussi stables qu'avant. Fatigué de chercher. Fatigué d'espérer. Fatigué de porter ce poids. Sandrine se pencha en avant, les yeux fixés sur le lecteur de cassette comme si elle pouvait voir son père à travers lui. J'ai passé 22 ans à te chercher, Sandrine. 22 ans de détective privé, de dossiers scellés et de portes qui ne s'ouvrent pas. J'ai volé aux 4 coins du monde, sauvé des centaines de vies, et je ne peux toujours pas trouver la seule personne que j'ai besoin de trouver. Peut-être que c'est l'univers qui me dit quelque chose. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être trouvé. Peut-être que tu es heureuse quelque part, menant une bonne vie, et mon arrivée ne ferait que compliquer les choses. Une longue pause. Le son d'une respiration. J'ai réfléchi à ce que signifie être un père. Je suis parti avant ta naissance parce que j'avais 19 ans et j'étais terrifié. Ta mère en avait 20 et était plus courageuse que nous deux. Elle t'a tenu dans ses bras, t'a donné un nom, puis a fait le choix de te donner à des gens qui pouvaient fournir ce que nous ne pouvions pas. J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de prouver que je ne suis pas le lâche qui s'est enfui.
Mais peut-être que la fuite était la chose la plus courageuse que j'ai faite. Peut-être que savoir que je ne pouvais pas être ce dont tu avais besoin était plus honnête que de rester et de te décevoir. La main de Sandrine couvrit sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Chaque mission que je vole, chaque enfant que j'aide à évacuer du danger, je me demande s'ils sont comme toi. Je me demande si tu es en sécurité quelque part. Si tu es aimée, si tu sais comment être courageuse. J'espère que tes parents te l'ont appris. J'espère qu'ils t'ont donné tout ce que je ne pouvais pas. D'une certaine manière, chaque enfant que je sauve, c'est toi. Chaque visage effrayé levé depuis un camp de réfugiés ou une zone sinistrée. C'est toi à 6, 10 ou 15 ans. Je ne peux pas te sauver parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé, mais je peux les sauver eux. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que la rédemption ne consiste pas à réparer ce qu'on a cassé. Peut-être qu'il s'agit d'empêcher la prochaine chose de se briser. La voix de Pierre devint plus douce. Sandrine, si jamais tu entends ça, sache que j'ai pensé à toi chaque jour. Pas avec regret, exactement. Bien qu'il y en ait beaucoup. Mais avec amour. L'amour d'un père à distance, ce qui est peut-être la même chose que de ne pas t'aimer du tout, mais c'est ce que j'ai à offrir. J'espère que tu as été heureuse. J'espère que tu as eu une belle vie. C'est tout ce qu'un père peut vraiment vouloir pour son enfant. Et peut-être que d'une petite manière, le travail que j'ai fait a rendu le monde un peu plus sûr pour toi, même si nous ne nous rencontrons jamais. Une autre pause, plus longue cette fois. Je vais arrêter de chercher maintenant. Non pas parce que je m'en fiche, mais parce que se soucier ne signifie pas poursuivre. Parfois, l'amour signifie lâcher prise. Tu as 52 ans quelque part, vivant ta vie. J'ai 52 ans ici, apprenant à vivre avec la mienne. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que ça doit l'être. Un clic. Silence. La bande continua de défiler, le ruban amorce vide tournant dans le lecteur. Finalement, j'entendis la main et l'arrêta. Sandrine pleurait à chaudes larmes maintenant, Stéphane la tenant dans ses bras. Le son de ses pleurs emplit le bureau, pas des sanglots violents, mais le chagrin profond et déchirant d'une perte dont elle n'avait jamais connu l'existence. Il a abandonné, dit-elle finalement. Il a arrêté de chercher. Il a accepté, dit Jean doucement. Il y a une différence. Mais j'étais juste là. J'étais à Annecy, à quelques heures de route seulement. S'il avait continué à chercher, s'il avait essayé un peu plus fort. Vous n'auriez peut-être pas voulu être trouvé. Il avait raison sur ce point. Vous aviez des parents que vous aimiez. Une belle vie. Son arrivée n'aurait peut-être que compliqué les choses. Sandrine s'essuya les yeux. J'aimerais pouvoir lui parler de ma vie, de qui je suis devenu. J'aimerais qu'il sache que je vais bien, que ses inquiétudes étaient justifiées. J'ai été aimée. J'ai été heureuse. Il le savait, dit Stéphane doucement. Dans son cœur, il le savait. C'est pour ça qu'il a pu lâcher prise. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Sandrine demanda, et le vol du Cambodge? C'était quand? Jean consulta le rapport de mission. Novembre 1973. 14 ans avant cet enregistrement. Donc, il m'a sauvé, m'a conduite en sécurité, n'a jamais su qui j'étais, puis a passé encore 16 ans à chercher. Sandrine rit, un son court et brisé. L'ironie cosmique de la chose. Ou la grâce cosmique, proposa Jean. Il a pu être votre père quand cela comptait le plus. Vous aviez besoin d'être sauvé et il vous a sauvé. Vous aviez besoin de réconfort et il vous a réconforté. Le fait qu'il ne le sache pas. Peut-être que cela rend la chose plus pure. Il vous a aidé parce que vous aviez besoin d'aide, pas à cause de la biologie. Sandrine reprit le rapport de mission, lisant la section sur le vol. Son doigt traça la description des actions de Pierre, la panne de moteur, les tirs, l'atterrissage d'urgence. Il a tout risqué pour cette mission, pour ces 43 personnes. Y compris vous. Y compris moi. Elle regarda Jean. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi m'avez-vous cherché? Fini son histoire? Jean pensa à ses propres enfants. Aux distances qu'il avait laissé grandir. Aux lettres de Pierre et aux leçons qu'elles contenaient.
Parce que certaines histoires méritent d'être terminées, dit-il. Et parce que je me suis vu en lui. Un père qui aimait mais ne pouvait pas se connecter. Il n'a jamais eu la chance de réparer ça. Moi, je l'ai encore. Sandrine tendit la main sur le bureau et prit la sienne. Alors réparez-le, dit-elle. Ne faites pas ces erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. 3 mois plus tard, la maison avait un aspect différent. Pas restaurée, exactement. Cela prendrait des années et plus d'argent que j'en en avais. Mais vivante. La terrasse ne s'affaissait plus. Les fenêtres cassées étaient remplacées. Le jardin avait été suffisamment défriché pour voir l'ossature de la propriété, l'aspect qu'elle aurait pu avoir lorsque Pierre l'avait acheté des décennies auparavant. Le printemps était arrivé tôt, apportant du vert au pin et des fleurs sauvages aux espaces dégagés. Le Cessna était toujours dans la cour, mais maintenant il était nettoyé et repeint, un monument plutôt qu'une relique. L'Alpine était à côté, le capot relevé, des outils éparpillés autour, là où Jean et son petit-fils Léo avaient travaillé. Aujourd'hui, les deux familles se réunissaient, les enfants et petits-enfants de Jean, et la famille de Sandrine. 15 personnes au total, connectées par l'histoire d'un homme qu'aucun d'eux n'avait connu, mais qui avait façonné toute leur vie. Jean se tenait sur la terrasse, regardant les voitures arriver. Nicolas le premier, avec Isabelle et les garçons. Lucas sauta de la voiture et courut directement vers l'avion. Léo suivit plus lentement, scrutant déjà le moteur de l'Alpine avec l'œil critique d'un jeune mécanicien en apprentissage. Valérie arriva ensuite, l'air moins pressé que d'habitude. Sa fille Chloé avait 12 ans et fut immédiatement attirée par les fleurs sauvages qui poussaient dans le jardin. Stéphane arriva en dernier, les jumelles dévalant de la voiture dans un chaos d'énergie et de questions. « Papy !» crièrent-elles à l'unisson, et Jean sentit sa gorge se serrer. Quand avait-elle commencé à l'appeler papy au lieu du grand-père formel que leurs parents leur avaient appris? La voiture de Sandrine se gara alors que Jean serrait ses petits-enfants dans ses bras. Elle en sortit avec Stéphane, suivi de ses 3 enfants adultes et de leur famille. 7 petits-enfants au total entre eux, âgés de 3 à 15 ans. Les adultes se serrèrent la main et firent les présentations. Les enfants, de cette manière magique qu'ont les enfants, commencèrent simplement à jouer ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus. « Bienvenue, dit Jean à tout le monde. Entrez. Il y a beaucoup à voir. » Il avait préparé le bureau avec soin, créant un mémorial à Pierre. Les photographies étaient maintenant correctement encadrées, accrochées dans l'ordre chronologique, montrant la progression de Pierre de jeune pilote à vétéran chevronné. Les carnets de vol étaient exposés dans une vitrine que Jean avait construite. Les lettres, certaines d'entre elles, étaient également encadrées. Les mots de Pierre préservés derrière une vitre. Et sur le bureau, à une place d'honneur, se trouvait le rapport de mission et la photographie du bébé Sandrine avec sa mère. Les enfants de Sandrine se rassemblèrent autour de ces objets, lisant les mots de leur grand-père pour la première fois. Jean observa leur visage alors qu'ils absorbaient l'histoire, la recherche, les missions, le vol au Cambodge où Pierre avait sans le savoir sauvé leur mère. « C'est incroyable, » dit le fils aîné de Sandrine. C'était un héros. Il était compliqué, corrigea doucement Sandrine. Les héros le sont généralement. Nicolas se tenait à côté de Jean, regardant les expositions. Tu as fait tout ça. Il fallait le faire. Son histoire devait être racontée. Et ton histoire, papa? Qu'est-ce que tu racontes? Jean regarda son fils. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais qu'elle ne se termine pas avec moi seul dans cette maison. Ils sortirent pour le barbecue. Stéphane et Stéphane travaillaient au grill, échangeant des histoires sur leurs femmes et trouvant un terrain d'entente dans la perplexité d'aimer des femmes fortes. Les enfants jouaient à des jeux élaborés impliquant l'avion à hélice et l'Alpine, leur imagination transformant le jardin en aventure. Valérie s'approcha de Jean alors qu'il disposait les assiettes. « Je te dois des excuses. »« Tu ne me dois rien. »« Si. Quand tu as acheté cet endroit, j'ai cru que tu faisais une crise. Que tu nous fuyais. Peut-être un peu. Mais tu ne fuyais pas. Tu courais vers quelque chose. La compréhension, peut-être. Ou un but. J'ai trouvé les deux, admit Jean, dans l'histoire d'un homme mort et d'une fille qui avait besoin de savoir qu'elle était aimée. Valérie regarda de l'autre côté du jardin Sandrine, qui riait de quelque chose qu'un des enfants avait dit.
Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. Elle est devenue tout ce que Pierre espérait qu'elle serait. Elle aide les gens en fin de vie, leur donne dignité et réconfort. D'une certaine manière, elle a continué sa mission sans le savoir. Penses-tu qu'il serait fier? Je pense qu'il serait reconnaissant et humble, et probablement toujours coupable. Parce que c'est ce que font les pères, porter la culpabilité pour toutes les façons dont nous manquons à nos enfants. Valérie lui toucha le bras. Tu ne nous as pas manqué, papa. Tu étais là. Peut-être pas parfaitement, mais tu étais là. Plus tard, alors que le soleil déclinait vers le soir, tout le monde se rassembla sur la terrasse. Les adultes assis sur des chaises que Jean avait empruntées et réparées. Les enfants affalés sur les marches et la pelouse. Sandrine se leva et s'éclaircit la gorge. Je veux remercier Jean de nous avoir tous réunis, dit-elle. D'avoir terminé l'histoire de mon père, de s'être assuré que la vie de Pierre Dubois signifiait quelque chose au-delà des missions qu'il a volées. Elle brandit une lettre arrivée ce matin-là. L'armée a approuvé la pétition de reconnaissance. En juin, il y aura une cérémonie à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Pierre et son équipage seront honorés pour les missions humanitaires qu'ils ont effectuées. Plus de 200 vies sauvées en 2 décennies de service. Des applaudissements éclatèrent. Sandrine attendit qu'il se calme. Mais plus que ça, je suis reconnaissante pour ceci. Elle fit un geste vers le rassemblement, les 2 familles réunies. Mon père a passé sa vie à chercher des liens et ne les a jamais trouvés. Mais son histoire nous a tous réunis ici. Elle nous a rappelé ce qui compte. Elle nous a donné une seconde chance de bien faire les choses. Elle regarda Jean. Il t'aurait bien aimé. Vous êtes tous les 2 des hommes qui comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour finir ce qu'on a commencé. Alors que le soir tombait, Jean regarda les familles se mélanger. Ses petits-enfants apprenant un jeu aux petits-enfants de Sandrine. Ses enfants riant avec les siens. Nicolas et Sandrine en grande conversation sur la paternité et le pardon. La maison brillait de lumière à chaque fenêtre. Le Cessna veillait dans la cour. Et quelque part dans le bureau, la voix de Pierre Dubois attendait sur une cassette la prochaine personne qui aurait besoin d'entendre que l'amour, même imparfait et distant, comptait toujours pour quelque chose. Jean pensa à l'homme solitaire qui s'était assis à ce bureau, écrivant des lettres qui n'avaient jamais été envoyées. Et il pensa au rassemblement sur sa terrasse, preuve qu'aucune histoire n'était jamais vraiment terminée, que chaque fin pouvait devenir un commencement si quelqu'un se souciait assez de la mener à bien. Parfois, les maisons que nous achetons pour 10 € nous achètent en retour.